Vous êtes sur une plage abandonnée, vous contemplez le ciel. Pour la première fois de votre vie, vous admirez le ruban laiteux de la Voie lactée. La grande ourse semble noyée parmi des dizaines d'autres étoiles que vous n'aviez encore jamais observées. Des météores rayent parfois le ciel de leur lumière fugace et un point rouge brillant complétant ce magnifique tableau. C'est la 4e planète de notre système solaire, Mars. Aucun décor céleste, à l'exception de la Lune et du Soleil, n'a jamais autant excité l'humanité que notre voisine. La planète rouge, nommée d'après l'ancien dieu romain de la guerre, a excité les esprits de nombreuses générations depuis des millénaires. C'est surtout depuis 1877 qu'elle fascine vraiment. L'astronome italien Giovanni Schiaparelli croit découvrir des canaux d'irrigation sur Mars. On imagine alors que Mars est habité par des Martiens. Depuis, on rêve d'y aller. Mars est la planète qui ressemble le plus à la nôtre. L'étudier de près permettrait de mieux comprendre notre planète. Elle est aussi très proche de la ceinture d'astéroïdes de notre système solaire. Pour certains, aller sur cette planète permettrait d'étudier de près ces objets célestes faits de roches et de métaux. Pour d'autres, Mars pourrait être la planète de repli si on ne pouvait plus vivre sur Terre. Mythe pour certains, défi pour d'autres, faire une colonie sur Mars pour la rendre habitable, les questions n'ont de cesse de faire parler. Mais notre proche cousine n'a pas toujours été un monde aride, à la merci du vent solaire. Il fut un temps où l'eau recouvrait une grande partie de la surface martienne et où une potentielle vie aurait pu s'y développer. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons en voyage pour découvrir les mystères de notre proche voisine, la planète rouge. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci à tous et bon visionnage. Dans le passé lointain, de nombreuses preuves indiquent que Mars était autrefois plus chaude, avait une atmosphère plus dense et sa surface était recouverte d'eau, comme la Terre où son l'oasis de vie fourmille à sa surface. C'est pourquoi les chercheurs s'intéressent de près à ce monde hostile. Mais de nos jours, les missions d'exploration ont montré que Mars n'est pas le monde le plus propice pour attirer la vie. Mars est la 4e planète du système solaire. Située 1,5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre, sur une orbite sensiblement plus elliptique, et reçoit selon sa position sur cette orbite entre 2 et 3 fois moins d'énergie solaire que notre planète. C'est une des raisons pour lesquelles sa température de surface varie de -100 degrés Celsius à +27 degrés Celsius selon l'heure de la journée et la latitude. L'année martienne dure 687 jours terrestres. Le jour est presque égal à la Terre, contrairement à son diamètre qui n'est que de moitié. La force de gravité ici n'est que d'environ le tiers de notre planète. Son atmosphère est 100 fois plus mince que la nôtre. Inadaptée à l'homme, elle est composée principalement de dioxyde de carbone, d'azote et d'argon. Elle n'est pas en mesure de retenir efficacement la chaleur du Soleil. C'est pour ça que si vous vous teniez sur l'équateur martien à midi, vos pieds seraient à +24 degrés Celsius et votre tête à 0 degrés Celsius. Malgré cela, de violentes tempêtes font rage sur la planète. Par exemple, en 1971, la poussière emportée par le vent a recouvert la surface de Mars pendant 2 mois. La planète est recouverte de sable d'une teinte rougeâtre, pour laquelle elle a reçu le nom de rouge. La couleur de Mars vient de sa forte concentration en fer présent dans son sol. Et ce fameux rouge est en fait de la rouille. Mais comment tout ce fer a pu rouiller sachant que l'atmosphère de notre voisine contient très peu d'oxygène? La réponse serait simplement qu'à une date antérieure, Mars était recouverte d'eau qui se serait évaporée, laissant derrière elle des traces de cet ancien monde.
Son relief est surtout composé de plaines. Néanmoins, il existe sur la surface de Mars des cratères de météorites et des montagnes. La plus haute montagne est l'Olympus Mont, qui culmine à plus de 27 km. La planète rouge a 2 satellites, Phobos et Deimos. Le premier est un bloc en forme de pomme de terre percé de cratères de météorites de 21 à 26 km de diamètre, supérieur à celui de Deimos. En plus, la pression sur la planète rouge est beaucoup plus faible. Même sur le mont Everest sur Terre, elle est encore 50 fois plus importante qu'à la surface de Mars. Cependant, Mars possède de nombreuses caractéristiques communes avec notre planète. Sous son sol se trouve une terre solide, dont la superficie est comparable à l'étendue des terres de notre planète, bien que Mars fasse environ la moitié de sa taille. La vie martienne, cette mystérieuse facette de la planète rouge, pour comprendre ses origines, il faut remonter le temps, en allant là où tout a commencé, l'Antiquité. En effet, l'idée de l'existence d'une population sur la planète rouge a envahi la scène scientifique et astronomique depuis des siècles, se retrouvant dans les écrits de plusieurs écrivains de science-fiction élucidant cette théorie dans des livres et des films. Mais tout a changé à partir de la deuxième moitié du siècle dernier. Après le lancement du premier satellite en 1957 et le début de la course spatiale entre les États-Unis et l'Union soviétique, les yeux se sont rapidement précipités au-delà de l'orbite terrestre et même de la Lune, vers la planète rouge. Plusieurs tentatives d'envoi de véhicules de recherche sur Mars ont été réalisées, mais cette tâche n'était pas facile. Toutes les missions ont échoué. Ce n'est qu'en 1964 que la deuxième tentative de la NASA a réussi. Mariner 4 atteint Mars en toute sécurité en 1965. Volant à environ 10 000 km au-dessus de la surface de la planète, elle renvoie sur Terre 22 photos. Ce sont les premières images de Mars à une si courte distance, et aucune de ces photos ne montrait de canaux d'irrigation sur sa surface. Mais les scientifiques ont vu des cratères ornant la Terre martienne et ont confirmé que l'atmosphère de la planète était constituée de dioxyde de carbone. À la fin de la même décennie, la NASA lance 2 autres engins spatiaux qui ont réussi à prendre 200 photographies ainsi qu'à mesurer la surface et la température de Mars. En 1971, l'URSS envoie sur la planète rouge 2 engins spatiaux, Mars 2 et Mars 3, qui comprenaient à la fois un orbiteur et un atterrisseur destinés à explorer la planète Mars. Les orbiteurs ont gravité autour de la planète durant plusieurs mois, transmettant des données. Cependant, lors de sa descente, Mars 2 s'écrase lors de l'atterrissage, alors que Mars 3 devient le premier vaisseau spatial à effectuer un atterrissage en douceur sur la planète rouge, même s'il n'a fonctionné sur place que pendant quelques secondes. Victime d'une panne lui donnant juste le temps de transmettre une image sombre et floue de la planète et l'empêchant ainsi de fournir les informations scientifiques. Encore aujourd'hui, quand on envoie un rover sur Mars, l'une des étapes les plus critiques est l'atterrissage. Cette phase dure 7 minutes. On l'appelle les 7 minutes de la terreur. Effectivement, à cause de la distance entre la Terre et Mars, les ondes envoyées depuis notre planète mettent 15 minutes à faire le trajet jusqu'à la sonde. Ainsi, quand les ingénieurs de la NASA reçoivent l'information que le rover est entré dans l'atmosphère, celui-ci a déjà atterri depuis 7 minutes. Pendant 7 minutes. On ne peut donc savoir si la mission s'est correctement déroulée. Est-ce que le rover s'est écrasé ou a pu atterrir ? 1971 fut une année fructueuse pour l'étude de la 4e planète. Cette année-là, la sonde Mariner 9 est arrivée
prenant non seulement des milliers de photographies et cartographiant 85% de sa surface, mais en visualisant aussi en détail les principaux lieux caractéristiques de Mars. Par exemple, les données de Mariner 9 ont permis d'établir la hauteur de l'Olympus Mons, le plus haut volcan du système solaire qui s'élève à plus de 25 km avec un diamètre de base de 600 km. Mais il mesura aussi avec précision le célèbre système de canyon de Mars nommé Mariner Valley, qui est 4 fois plus profond et 5 fois plus long que le Grand Canyon sur Terre. La prochaine percée dans l'étude de Mars n'a eu lieu qu'en 1976, lorsque la NASA y a livré 2 engins spatiaux, Viking 1 et Viking 2. Ils ont complété les archives photographiques martiennes avec des dizaines de milliers d'images, mais surtout, ils ont mené les premières expériences sur le terrain pour trouver des traces de vie. Malheureusement, ces sondes n'ont pas donné un oui convaincant ou un non sans équivoque. Les 3 expériences biologiques menées à bord des atterrisseurs ont permis de découvrir une activité chimique inattendue et énigmatique sur le sol martien, mais n'ont fourni aucune preuve évidente de la présence de micro-organismes vivants dans le sol près des sites d'atterrissage. Selon les biologistes de la mission, Mars s'auto-stérilise. Ils pensent alors à l'époque que la combinaison du rayonnement solaire ultraviolet qui sature la surface, l'extrême sécheresse et la nature oxydante de la chimie du sol empêchent la formation d'organismes vivants sur la Terre martienne. Le programme Viking a involontairement alimenté le feu du mythe de la civilisation martienne lorsqu'un des orbiteurs a envoyé une image intéressante. Il représentait un tas de pierres dont l'une rappelait de façon frappante un visage humain, le visage de l'ancien sphinx égyptien à côté des fameuses pyramides. Les chercheurs de la NASA ont immédiatement déçu les passionnés. Il s'agissait d'un jeu d'ombre et de lumière. Le visage du sphinx et des pyramides sont en réalité une colline et des montagnes éclairées de façon fantaisiste. En 1997, une découverte révolutionnaire est faite quand la NASA envoie la sonde Mars Global Surveyor sur Mars. Quelque part sous la surface de la planète morte, l'eau peut encore couler. La même année, le Pathfinder atterrit en surface qui emmène sur la planète le premier appareil de recherche mobile, Sojourner. C'est le premier rover robotique martien capable de se déplacer à la surface de la planète. Il n'a fonctionné que 83 jours, mais il a pu ouvrir la voie aux rovers qui ont suivi. Les nouvelles stars de l'étude de la planète rouge. En effet, les rovers avaient un certain nombre d'avantages par rapport aux autres véhicules de recherche qui étudiaient Mars avant eux. Leurs caméras leur ont permis de créer une image panoramique avec laquelle les scientifiques pouvaient déterminer les objectifs de recherche les plus prometteurs. En plus, les robots sont équipés d'un bras manipulateur pour l'échantillonnage. Dans ce contexte, Spirit et Opportunity sont 2 rovers arrivés sur notre cousine rouge en 2004. Leur tâche principale était de trouver des preuves de l'existence d'eau sur Mars dans le passé. Ils ont trouvé des preuves que dans son passé, la planète rouge était plus chaude, avec de l'eau liquide et même des sources chaudes. Bref, les conditions de l'existence d'une vie martienne étaient présentes. Arrivé en 2012, le célèbre rover Curiosity fait une découverte intéressante. Au cours de sa recherche, il a montré que dans le passé, non seulement l'eau pouvait chauffer la vie sur Mars, mais aussi, en analysant le sol et les pierres, le rover a trouvé des traces de carbone organique, ainsi que du soufre, de l'azote, de l'oxygène et du phosphore, tout nécessaire à l'origine et à l'existence de la vie. Un autre indice de l'existence de la vie a été révélé par la sonde orbitale Mars Express,
envoyée par les Européens au début du XXIe siècle. Cette sonde a trouvé des traces de méthane dans l'atmosphère de la planète, un gaz produit naturellement par des organismes vivants sur Terre. Bien que sa libération sur Mars puisse avoir une autre raison, par exemple du gaz pouvant s'échapper du sous-sol de la planète, où elle a été enfermée durant des millions d'années, la découverte a intrigué les scientifiques et maintenant la chasse au méthane martien se poursuit. Nous savons actuellement que la planète rouge réunissait autrefois les conditions de l'existence de la vie. Il est temps de commencer à la chercher. C'est ce que feront les nouveaux rovers. Ils chercheront des preuves que le désert rouge, aujourd'hui mort, était peut-être autrefois comme la Terre. Une oasis de vie avec ses caractéristiques bien particulières. Mais pour le moment, comme nous le rappelle l'histoire de l'étude de Mars, les erreurs sont bien plus nombreuses que le succès. Avec l'aide de Persévérance arrivée sur notre voisine en février 2021, la NASA espère répondre à la question qui préoccupe les scientifiques: y a-t-il de la vie sur Mars? Les chances de trouver de la vie sur Mars sont minimes. Par exemple, en 2018, un groupe de scientifiques européens a trouvé des signes d'un lac liquide caché à 1,5 km sous la surface du glacier polaire. Il peut y avoir des microbes dans un tel réservoir, mais ce n'est qu'une hypothèse difficile à tester. Par conséquent, les scientifiques parient sur la recherche de signes de l'existence de vie antérieure. Cela peut ne pas sembler si excitant, mais même une telle découverte serait colossale. Sinon, après tout, nous serions confrontés à un mystère scientifique beaucoup plus grand. Pourquoi la Terre a donné la vie et sa planète voisine, qui a les conditions appropriées, non? En 1877, l'astronome Giovanni Schiaparelli, observant la planète à travers un télescope, découvrit qu'elle était dessinée avec des lignes droites sombres, qu'il appela des canaux. Pendant longtemps, on a cru que les canaux étaient la création d'êtres intelligents. Lorsque des télescopes plus puissants sont apparus, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de canaux, mais seulement des chaînes de montagnes, des failles et d'autres détails de relief naturel qui se fondent de loin en ligne droite. Ainsi, la première tentative de recherche de vie sur Mars s'est effondrée. Une autre raison qui faisait croire les scientifiques de trouver de la vie sur Mars était liée au changement de couleur saisonnier apparent à la surface de la planète. Ce phénomène a donné lieu à des spéculations selon lesquelles les conditions pourraient favoriser une floraison de la végétation martienne pendant les mois les plus chauds et entraîner une mise en sommeil de la vie végétale pendant les périodes plus froides. Cependant, plus tard, des objets ont été découverts sur la planète rouge, rappelant beaucoup les lits de rivières asséchés. Selon une hypothèse, il y a des millions d'années, l'atmosphère sur Mars avait une composition différente, était plus dense et plus chaude, et des rivières traversaient la planète. Ainsi, la vie aurait pu exister, au moins sous la forme de bactéries qui, après le début de l'ère glaciaire martienne, se seraient cachées en profondeur du froid, des vents et des rayons ultraviolets. Dans tous les cas, certains micro-organismes terrestres pourraient survivre même dans des conditions aussi difficiles. Le deuxième facteur qui attire les scientifiques est Phobos. Ce satellite de Mars a une surface et des dimensions assez grandes, mais en même temps une très petite masse. Par conséquent, Phobos est creux à l'intérieur. Mais une telle planète aurait-elle pu naître naturellement? Pour certains, c'est peu probable. Ce raisonnement a conduit certains scientifiques à conclure que Phobos est un satellite artificiel de Mars créé par de mystérieuses forces extraterrestres. Phobos est l'un des 2 satellites de Mars. L'autre s'appelle Deimos. Il gravite très près de la planète rouge, environ 60 fois plus près que la Lune autour de la Terre. Déformé, cratérisé et 100 fois plus petit que la Lune, Phobos est source de grandes controverses parmi les scientifiques.
Une récente étude montre que le satellite martien Phobos gravite dans un flux d'atomes et de molécules chargées qui s'écoulent de l'atmosphère de la planète rouge. Beaucoup de ces particules chargées, telles que les ions oxygène, carbone, azote et argon, ont quitté Mars pendant des milliards d'années, pendant que la planète perdait son atmosphère. Certains ions, selon les scientifiques, se sont écrasés sur la surface de Phobos et pourraient être conservés dans sa couche supérieure. Cela signifie que si le sol de Phobos était analysé dans les laboratoires sur Terre, il pourrait révéler des informations clés sur l'évolution de l'atmosphère martienne. Mars avait autrefois une atmosphère suffisamment épaisse pour contenir de l'eau liquide à sa surface, mais elle a aujourd'hui une densité inférieure à 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Un autre mystère que les scientifiques souhaitent décrypter, d'où viennent Phobos et Deimos? S'agit-il d'astéroïdes capturés par gravité ou de satellites naturels de Mars qui se sont formés en même temps que la planète? Il est également possible qu'ils se soient formés à partir de débris qui ont éclaté lorsque la jeune Mars est entrée en collision avec un autre planétésimo, de la même manière que l'on pense que notre Lune s'est formée lorsque la Terre est entrée en collision avec un objet rocheux. Le plus probable soit que les deux satellites faisaient partie de la ceinture d'astéroïdes. Puis, ces deux derniers se sont fait éjecter par Jupiter pour finalement se retrouver gravitationnellement liés à Mars, faisant de ces deux rescapés les deux lunes de Mars. Mais selon les dernières publications scientifiques, ces deux lunes, nommées d'après les jumeaux des dieux Mars et Vénus, dans la mythologie romaine, seraient des résidus d'un impact entre la planète rouge et un astéroïde. Les débris de cette collision auraient formé un anneau dans lequel une dizaine de satellites auraient été accrétés. Seuls les deux plus éloignés auraient survécu, Phobos et Deimos. Phobos se rapproche de Mars au rythme de 2 cm par an. Dans environ 50 millions d'années, elle atteindra la limite de Roche, qui est la distance à laquelle l'attraction de Mars sera suffisante pour transformer Phobos en anneaux comme ceux de Saturne. A l'inverse, Deimos s'éloigne progressivement de Mars et finira par être éjecté dans quelques centaines de millions d'années. Dans ce contexte, l'agence japonaise d'exploration aérospatiale s'apprête à envoyer la sonde Martial Moons Exploration vers Phobos en 2024 pour prélever les premiers échantillons de sa surface et les ramener sur Terre. Mais ces échantillons pourraient révéler bien plus que l'origine de Phobos si la sonde atterrissait du côté qui fait toujours face à Mars. En effet, Phobos est lié à Mars, comme la Lune est liée à la Terre. Ainsi, la Lune présente toujours le même côté à sa planète. En conséquence, les roches de Phobos face à Mars ont été inondées d'atomes et de molécules martiennes pendant des milliers d'années. Des recherches montrent que la couche de surface la plus élevée du côté proche de la planète a été exposée aux ions martiens 20 à 100 fois plus que son côté éloigné. Pour parvenir à cette conclusion, une équipe de chercheurs a analysé les données de la sonde MAVEN de la NASA. Cette sonde collecte des données sur l'orbite de Mars depuis plus de 6 ans afin d'aider les scientifiques à comprendre comment Mars a perdu son atmosphère. Elle a également fourni d'autres données scientifiques importantes, notamment sur l'évolution du climat de la planète. Étant donné que le vaisseau spatial a régulièrement traversé l'orbite de Phobos alors qu'il tournait autour de Mars au cours de sa mission principale, les chercheurs de la NASA ont pensé qu'ils pourraient utiliser les mesures MAVEN pour en savoir plus sur Phobos.
Après avoir utilisé les instruments de la sonde pour mesurer les ions martiens en orbite autour de Phobos, les scientifiques ont ensuite calculé combien d'ions pourraient atteindre la surface de Phobos et à quelle profondeur ils seraient implantés. Le résultat final montre qu'ils ne seraient enfoncés de seulement quelques centaines de nanomètres, soit environ 250 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu humain. En effet, étudier les satellites naturels pour en savoir plus sur leur planète mère est une pratique courante. Par exemple, notre Lune, sans l'atmosphère, le vent et l'eau pour dépouiller sa surface des anciens éléments clés, est considérée par les scientifiques comme l'archive la mieux conservée du système solaire primitif. Les scientifiques espèrent que davantage d'échantillons de la surface lunaire nous renseignent sur l'ancienne atmosphère de la Terre ou sur son champ magnétique primitif. Comme pour la Lune, la surface de Phobos pourrait révéler des informations sur le début de Mars, lorsque la planète était chaude et humide. Comme l'ont montré des études récentes, la vie sur Mars est possible, mais pas à la surface de la planète, c'est plutôt au niveau de ses mystérieuses profondeurs. Alors que certains scientifiques s'attendent à ne trouver que des fossiles dans les profondeurs de Mars, d'autres espèrent que la vie existe toujours sous la surface de la planète rouge. Mais où trouver des preuves que l'environnement dans les profondeurs de cette planète est propice à la vie ? Les réponses pourraient bien se trouver dans des morceaux de sol martien qui ont frappé la Terre sous forme de météorites. En effet, au fil des siècles, un grand nombre d'échantillons de roches provenant de la surface de Mars et parfois des profondeurs de cette planète sont entrés dans l'espace. En étudiant la composition chimique des météorites martiennes, il s'est avéré que le contact avec l'eau produisait l'énergie chimique nécessaire à la survie des communautés microbiennes. La même énergie se retrouve dans les profondeurs de notre planète. En d'autres termes, l'importance d'une telle recherche pour la science peut être résumée comme suit. Partout où il y a de l'eau souterraine, il y a une forte probabilité de trouver suffisamment d'énergie chimique pour soutenir la vie des micro-organismes. Bien que nous ne sachions pas avec certitude si la vie est née dans les profondeurs de Mars, si cela est vrai, nous pouvons dire que la présence en énergie est suffisante pour la soutenir à l'heure actuelle. Ainsi, la clé de l'étude de la vie sur Mars pourrait bien être beaucoup plus proche que nous aurions pu l'imaginer et simplement se trouver sous nos pieds. En plus des météorites martiennes, de récentes découvertes ont trouvé des micro-organismes vivants dans des profondeurs extrêmes sur notre propre planète. La survie des micro-organismes dans ce cas est obtenue par radiolyse. Cela signifie que les éléments de la croûte terrestre, au contact de l'eau, produisent de l'hydrogène et de l'oxygène. En effet, les micro-organismes absorbent l'hydrogène et utilisent l'oxygène pour le brûler. Ces organismes vivent dans ce qu'on appelle la biosphère profonde, dont un exemple est une zone découverte à plus de 5 km de profondeur dans la roche qui n'a pas vu la lumière du jour depuis plus d'1 milliard d'années. Après avoir effectué des recherches d'éventuels composants de radiolyse dans les météorites martiennes, les résultats ont été positifs. Et dans plusieurs types de ces météorites martiennes, tous les composants sont présents en quantité appropriée pour créer un habitat pour la vie similaire à celui présent sur Terre. En plus, selon de nombreux experts, il existe aujourd'hui une grande quantité d'eau souterraine sur Mars, bien que très salée. Ainsi, les données envoyées par la sonde européenne Mars Express indiquent l'existence d'au moins 4 lacs situés sous le pôle sud de la planète. La planète rouge a donc à la fois de l'eau et de l'énergie, composants nécessaires pour maintenir la vie. Jack Mustard, chercheur impliqué dans l'exploration de Mars depuis 1989 avec la NASA, a étudié les conditions du sol
à 6 endroits de la planète rouge. Et les résultats de ce travail ont donné plus d'informations sur le passé de Mars. Selon lui, il semble aujourd'hui très probable que certains organismes de la Terre puissent exister sur Mars. Bien que certains d'entre eux puissent présenter des risques pour la santé des astronautes, il existe également des microbes bénéfiques qui peuvent aider à produire de la nourriture et des matériaux sur Mars. Cette hypothèse peut être considérée comme une excellente piste pour mener une vie humaine sur la planète rouge. Une autre preuve que la vie existait autrefois sur Mars, selon de nombreux scientifiques, est le sol de la planète, dont la majeure partie est constituée de silice, 25%, qui, en raison de sa teneur en fer, donne sa célèbre couleur rougeâtre au sol. En plus, le sol de Mars contient beaucoup de calcium, de magnésium, de soufre, de sodium et d'aluminium. Le rapport d'acidité du sol et certaines de ses autres caractéristiques sont si proches de ceux de la Terre que les plantes pourraient bien y prendre racine. Donc, théoriquement, la vie dans un tel sol pourrait bien exister. La présence de glace a été constatée dans le sol. Le mystère a finalement été résolu en 2008, lorsqu'une des sondes restée au pôle Nord a pu extraire l'eau du sol. 5 ans plus tard, des informations ont été publiées selon lesquelles la quantité d'eau dans les couches superficielles du sol de Mars est d'environ 2%. En effet, selon les données de la sonde Phoenix de la NASA arrivée sur Mars le 25 mai 2008, le rapport entre le pH et de certains autres paramètres du sol martien sont proches de ceux de la Terre, et des plantes pourraient théoriquement y être cultivées. Ainsi, le sol sur Mars répond aux exigences et contient également les éléments nécessaires à l'émergence et au maintien de la vie à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais alors, y a-t-il de l'eau sur Mars ? De nombreuses études ont prouvé que dans le passé, il y avait une grande quantité d'eau liquide sur la surface de la planète rouge. Pourtant, une question se pose. Est-ce qu'il y en a encore maintenant ? En effet, la planète Mars était recouverte d'océans, de rivières et de lacs, dont les traces sont clairement visibles sur les images en orbite. L'un des lacs était l'actuel cratère Gale. Jusqu'à présent, très peu de données ont été obtenues sur la composition de l'eau martienne. Une étude menée par des scientifiques japonais prouve que sa composition était très similaire à l'eau des océans terrestres. Les océans de la planète rouge étaient riches en minéraux et en sel. Ceci est indiqué par des particules fossilisées d'eau datant de milliards d'années. En particulier, la smectite, un minéral argileux, a été trouvé dans les échantillons qui se forment sur notre planète à l'aide d'eau liquide par échange d'ions. Par ailleurs, les mesures ont montré que les dépôts du cratère Gale se formaient également en présence d'eau liquide. Le pH retrouvé était proche de celui des océans terrestres actuels. En effet, la pression atmosphérique sur Mars est très faible, environ 1/100 de celle de la Terre, permettant à l'eau de s'écouler à sa surface. Cependant, des lignes sombres et étroites sur les pentes martiennes suggèrent que de l'eau salée peut s'en écouler. Dans ce contexte, des chercheurs de la NASA ont officiellement confirmé dans une conférence de presse le 28 septembre 2015 que de l'eau liquide existe à la surface de la planète rouge. En effet, des coulées d'eau salée se forment sur les pentes des montagnes martiennes pendant les mois d'été et disparaissent pendant la saison froide, selon les scientifiques. L'eau colore les dépôts de sel sur Mars et sont visibles sur les photographies prises par l'orbiteur IRIS. La largeur des ruisseaux ne dépasse pas 5 mètres. Évidemment, bien que les courants saisonniers détectés puissent être des traces de lacs qui existaient autrefois à la surface de la planète, ce n'est en aucun cas des étendues remplies d'eau.
Comme le suggèrent les chercheurs, il y a 4,3 milliards d'années, il y avait un océan sur Mars atteignant, à certains endroits, une profondeur de plus de 1,6 km. Au fil du temps, presque toute l'eau qu'il contenait s'est évaporée dans l'espace. Il y a environ 3,5 milliards d'années, et les restes se sont transformés en une calotte polaire. Un autre fait intéressant indiquant la présence d'eau dans l'atmosphère sont les nuages épais, dont l'apparition est associée au fait que la topographie inégale de la planète dirige les masses d'air vers le haut, où elles se refroidissent et la vapeur d'eau qu'elles contiennent se condense en glace. Au-dessus des canyons de Mariner, des nuages apparaissent à une altitude d'environ 50 km, lorsque Mars est au point de périhélie. Les courants d'air venant de l'Est étirent les nuages sur plusieurs centaines de kilomètres de long, alors qu'en même temps, leur largeur diminue à quelques dizaines de kilomètres. Toutes ces découvertes renforcent l'idée de trouver des formes de vie sur Mars. Cette dernière serait certes simple, mais pourrait être utile aux futures missions de colonisation spatiale. Mais pourquoi l'eau liquide a-t-elle disparu sur la surface de Mars ? La majeure partie de l'eau qui recouvrait la surface de Mars ne s'est pas échappée dans l'espace, comme on le croyait jusqu'à présent, mais se trouve dans les minéraux qui composent les roches de la planète. C'est ce qu'affirme une étude de scientifiques américaines publiée le 16 mars 2021 dans la revue Science. Des preuves géologiques et géomorphologiques indiquent que Mars contenait de grands volumes d'eau liquide il y a environ 4 milliards d'années. À la surface de la planète rouge, des lits de rivières asséchés, des bassins d'anciens lacs et océans sont encore préservés. Généralement, on pense que la majeure partie de l'eau a quitté Mars en raison de la faible gravité au cours du premier milliard d'années d'existence de la planète. Des chercheurs de la NASA ont remis en question cette hypothèse. Comme les scientifiques l'ont calculé il y a environ 4 milliards d'années, il y avait suffisamment d'eau sur Mars pour couvrir la planète entière d'un océan d'une centaine à 1500 mètres de profondeur. En termes de volume, cela correspond à environ la moitié de l'océan Atlantique terrestre. Les auteurs, à l'aide d'un ensemble de méthodes, l'analyse de la composition chimique de l'atmosphère actuelle et de la croûte terrestre, l'analyse des météorites, les données des rovers et des orbiteurs, ont estimé le volume d'eau sous toutes ses formes, vapeur, liquide et glace, contenu dans la croûte de Mars aujourd'hui. En effet, l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène, mais tous les atomes d'hydrogène ne sont pas identiques. La grande majorité d'entre eux ont un seul proton dans leur noyau, tandis qu'une infime fraction, environ 0,02%, existe sous forme de deutérium, appelé aussi hydrogène lourd, qui contient un proton et un neutron dans son noyau. L'hydrogène lourd est plus fortement retenu par le champ gravitationnel de la planète, de sorte qu'au fil du temps, il y a une augmentation du rapport entre le deutérium et l'hydrogène dans l'atmosphère. Grâce à cet indicateur, les scientifiques évaluent la quantité d'eau d'origine. Ensuite, ils calculent la proportion de cette quantité qui s'est évaporée et prenant en compte ce qui s'est accumulé dans les minéraux et les restes. Le résultat de la simulation ont montré qu'il y a environ 4,1 à 3,7 milliards d'années, le volume d'eau à la surface de Mars a diminué de 40 à 95%. Dans le même temps, entre 30 et 99% de l'eau martienne a absorbé des minéraux au cours de ce processus d'hydratation. Par la suite, certains de ces minéraux sont revenus grâce au gaz volcanique. Mais cela n'a pas suffi à restaurer l'hydrosphère de la planète, c'est-à-dire à restaurer l'ensemble des zones de la planète où l'eau était présente.
Lorsque l'eau interagit avec les roches, ces dernières sont altérées ou hydratées, c'est-à-dire qu'elles accumulent de l'eau. Ce processus se produit à la fois sur Terre et sur Mars. Mais parce que la Terre est tectoniquement active, l'ancienne croûte est constamment dissoute dans le manteau et renvoie de l'eau dans l'atmosphère par le volcanisme. Mars, dans son ensemble, est tectoniquement inactif. Et donc, le séchage de la surface s'est produit ici de manière irrévocable. Par conséquent, toute cette eau a été séquestrée assez tôt et n'est jamais revenue. Comme la Terre, Mars possède des calottes polaires, mais contrairement à notre planète, ces calottes polaires sont constituées de glace, de dioxyde de carbone et de glace d'eau. Pendant l'été, dans l'hémisphère sud, la majeure partie de la calotte glaciaire se sublime, un processus au cours duquel la glace se transforme directement en gaz et une calotte glaciaire résiduelle se forme. Le dioxyde de carbone gelé s'accumule sous la forme d'une couche relativement mince d'environ 1 mètre d'épaisseur sur la calotte nord en hiver, tandis que la calotte sud a une couche permanente de glace sèche d'environ 8 mètres d'épaisseur. La calotte polaire nord a un diamètre d'environ 1000 km pendant l'été sur Mars et contient environ 1,6 million de kilomètres cubes de glace. Si elle était uniformément répartie sur l'ensemble de la calotte, elle aurait une épaisseur de 2 km. En juillet 2018, des preuves ont été présentées de l'existence d'un lac profond sous la calotte polaire sud. La preuve était un signal brillant capté par le radar Mars-6 installé à bord de la sonde Mars Express. Ce signal ressemblait à l'indication de la présence d'une importante quantité d'eau liquide sous la couche de glace. Mais à cause de la température bien inférieure au point de fusion de l'eau, même très salée, à la base de la calotte polaire martienne, cette interprétation a depuis été maintes fois contestée. L'explication la plus probable du signal radio réfléchi reste une solution aqueuse de certains sels tels que le perchlorate de magnésium ou le chlorure de calcium. En juin 2018, la NASA fait part d'une excellente découverte dans la piste de la recherche de la vie sur Mars. De la matière organique a été trouvée sur la planète rouge dans des échantillons de sol prélevés sur une roche vieille de 3 milliards d'années dans le cratère Gale par le rover Curiosity. Le rover a également détecté du méthane dans l'atmosphère martienne. La recherche de traces ou formes de vie en dehors de la Terre se concentre sur les éléments constructifs de cette dernière. Cela comprend des composés organiques et des molécules, bien que ceux-ci puissent exister sans vie. L'existence de matière organique peut être d'origine extraterrestre exprimant le signe d'une ancienne vie ou encore une source de nourriture pour les créatures vivantes à l'époque sur Mars. Quelle que soit son origine, la présence de la matière organique est une preuve et un indice biochimique pour les chercheurs. En effet, le méthane est considéré comme la molécule organique la plus simple. Il est présent dans d'autres endroits de notre système solaire qui pourraient abriter la vie, comme certains des satellites naturels de Saturne et de Jupiter, comme la Lune Titan. Et si la vie existe ailleurs, elle est probablement très différente de celle que nous connaissons sur Terre. Dans sa mission, le rover Curiosity a pu creuser un peu plus profondément sous la surface que ses prédécesseurs. Le fait de chercher un peu plus en profondeur permet de mieux connaître l'histoire du sol et des périodes qu'il a traversées. Ce qui n'est pas possible en surface car cette dernière est constamment dynamitée par les radiations. Curiosity a échantillonné des sites en forant à 5 cm sous la surface dans le cratère Gale où le rover a atterri en 2012. Le cratère nommé 96 000
mesurant plus de 150 km de diamètre, a été très probablement formé par un impact de météore, il y a entre 3,5 et 3,8 milliards d'années. Il contenait probablement un lac et comprend maintenant une montagne en son centre. Le rover a pu chauffer les échantillons jusqu'à 820 degrés Celsius et étudier les molécules organiques libérées par l'analyse des gaz. Les molécules organiques et volatiles comparables aux échantillons de roches sédimentaires riches en matière organique sur Terre comprenaient du thiopène, du méthylthiophène, du méthanéthiol et du sulfure de diméthyle. Afin d'expliquer l'origine de ces composés organiques, les chercheurs pensent qu'il s'agit de fragments de molécules plus grosses qui étaient présentes sur Mars il y a des milliards d'années. Mais compte tenu du fait que la surface martienne est exposée aux radiations de l'espace, il est fort probable que les radiations aient décomposé la matière organique. La découverte d'anciennes molécules organiques qui se sont déposées lorsque la planète rouge était peut-être habitable, dans les 5 premiers centimètres de roche, conforte les futures missions qui foreront plus en profondeur pour en apprendre plus sur l'histoire des molécules organiques de Mars. Pendant 5 ans, Curiosity a utilisé son spectromètre laser pour mesurer le méthane dans l'atmosphère du cratère Gale. Avant cela, les chercheurs ne comprenaient pas pourquoi le peu de méthane détecté dans l'atmosphère martienne variait. Avec 5 ans de données provenant d'un seul endroit, ils ont maintenant des réponses. La présence de méthane dans l'atmosphère de la planète a révélé certains points des années passées. Cependant, en raison de sa concentration extrêmement faible, moins de 1%, les scientifiques n'ont pas été en mesure de se prononcer sans ambiguïté sur la nature de son origine. Néanmoins, la présence de méthane, même en petite quantité, suggère que sa ou ses sources existent encore sur la planète. Sur Terre, les organismes vivants sont la principale source de méthane, confortant l'idée et l'existence de vie sur Mars. En effet, il y a une variation saisonnière du méthane qui se répète, ce qui signifie que ce dernier est libéré depuis la surface martienne ou depuis des réservoirs sous la surface. Le méthane pourrait même être piégé dans des cristaux à base d'eau dans le sous-sol de la planète, ce qui pourrait prouver que la vie a été découverte sur Mars. Le méthane est un gaz à effet de serre puissant, et il aurait pu maintenir un climat qui aurait préservé les lacs sur Mars. Ce phénomène pourrait même actuellement se produire sous la surface. La libération de méthane est un processus actif sur la planète rouge. La manifestation de ce gaz sur Mars rajoute un nouveau mystère dans l'équation. La détection de cette molécule organique dans l'atmosphère martienne, combinée à la découverte de composés organiques dans le sol de la planète rouge, viennent soutenir l'hypothèse de la vie sur Mars dans son passé. Le cratère Gale était probablement habitable il y a 3,5 milliards d'années, d'après ce que Curiosity nous a montré. Les conditions auraient été comparables à la Terre. C'est aussi à cette même période que la vie évoluait sur notre propre planète. Savoir que ces molécules et composés étaient présents à cette époque donne une nouvelle force à l'idée que la vie est née ou a existé sur Mars. Alors si on vous demande un jour, y a-t-il des signes de vie sur Mars? Vous pourrez dire que nous ne savons pas, mais que ces résultats nous disent que nous sommes sur la bonne voie. Dans le film Interstellar, réalisé par le Britannique Christopher Nolan, la Terre est devenue quasiment inhabitable et les gens n'ont plus le temps de s'en échapper. S'il n'y a pas de temps pour le salut, alors pourquoi ne pas sauver l'humanité dans son ensemble? D'après le scénario du film, un certain professeur a élaboré un plan selon lequel un vaisseau spatial avec 5000 embryons humains congelés devrait se rendre sur une planète propice à la vie. Mais pour cela, il faut d'abord la trouver, ce que font les personnages principaux.
Une telle planète, d'après le scénario de ce film, pourrait-elle devenir Mars? A-t-elle toujours été habitable? Ou n'a-t-elle commencé à l'être que depuis quelques années? Ou peut-être ce sont des humains qui ont contribué à l'émergence de la vie sur la planète rouge? Jonathan Lunin, planétologue à l'université Cornell de New York, a qualifié le débat scientifique qui se déroule depuis près de 10 ans entre les scientifiques de grands dilemmes. Ces discussions ont commencé à se dérouler notamment après la découverte sur Mars de traces de micro-organismes, d'eau, de changements climatiques et de diverses substances chimiques nécessaires à la vie des organismes terrestres, notamment le soufre, l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, le phosphore et le carbone. Ces découvertes sont devenues la base d'une nouvelle théorie selon laquelle la vie, telle que nous la connaissons maintenant, est née sur Mars. Mais il y a des questions qui hantent les partisans de cette théorie. La vie sur Mars est-elle née indépendamment de la Terre? Ou une planète a-t-elle transféré des composés organiques et des micro-organismes à l'aide de météorites il y a environ 3,8 milliards d'années? Certains scientifiques ont tendance à suggérer que la vie est originaire de Mars. Ils ont tiré une conclusion similaire en se basant sur l'étude d'échantillons de sol martien obtenus lors d'une mission spatiale. Selon eux, la vie sur la Terre est apparue grâce à des météorites venus de Mars, sur lesquels étaient présents des micro-organismes. Cette hypothèse n'est pas si éloignée des faits réels. Selon l'Association internationale des collectionneurs de météorites, des météorites martiennes ont été découvertes non seulement en Antarctique, mais aussi dans diverses régions du monde. Environ 160 fragments de météorites martiennes auraient pu tomber sur Terre il y a des milliards d'années, transportant les principaux micro-organismes qui ont finalement créé la vie sur la planète telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ainsi, les signes de vie sur Mars aideront à l'étude des premières formes de vie sur Terre et répondront à la question « Comment la vie est née sur notre planète telle que nous la connaissons aujourd'hui ?» De ce fait, selon cette étrange théorie, la vie est originaire de Mars. Si on reste dans l'idée de transfert de vie d'une planète à une autre, les plus probables seraient que la vie terrestre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ait pu exister sur Mars, mais que ce sont des micro-organismes qui ont initialement atterri sur Terre. En 2021, une nouvelle théorie a émergé. Le professeur de la biophysique Christopher Mason, qui a affirmé que plus de 30 engins spatiaux ont visité Mars depuis l'exploration spatiale, et s'est demandé « Et si les humains apportaient par inadvertance des formes de vie primitives sur Mars ?» Puis les découvrait et décidait que la vie sur cette planète est née il y a des milliards d'années. Alors que les agences spatiales comme la NASA a mis en place des protocoles précis et détaillés pour s'assurer que leurs engins spatiaux sont exempts d'organismes qui pourraient voyager par inadvertance pendant une mission spatiale, lorsqu'il s'agit de micro-organismes, il est difficile d'atteindre une stérilisation complète. Il est donc compliqué pour un vaisseau spatial ou un atterrisseur d'aller dans l'espace sans une forme de vie primaire malgré tous les protocoles stricts. Mason insiste sur le fait que lors de l'étude d'échantillons du sol martien, il est nécessaire de séparer les micro-organismes qui ont été trouvés directement sur Mars de ceux qui ont été apportés par les humains. Cependant, les scientifiques ont confirmé que le cratère martien G0 était un lac, il y a des milliards d'années. Ce cratère est l'endroit idéal pour rechercher des traces de vie microbienne anciennes. Il y a quelques milliards d'années, la planète rouge avait autrefois de l'eau chaude, du dioxyde de carbone, une atmosphère et peut-être même que la vie s'est épanouie sur notre proche voisine.
Maintenant, la surface de Mars est un désert sec, brûlé par les radiations. La température varie de moins 140 à plus 20 degrés Celsius. Il y a 4 milliards d'années, l'Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, s'est réveillé sur Mars. Son diamètre est égal à 600 km et sa hauteur est égale à 3 fois le mont Everest. L'éruption a été si massive qu'elle a déclenché une réaction en chaîne. Tous les volcans ont commencé à exploser en même temps. Une catastrophe à l'échelle planétaire s'est produite. Effectivement, contrairement à la Terre, Mars ne connaît pas la tectonique des plaques, d'où la taille colossale de ces volcans. Sur notre planète, la croûte se déplace par rapport au point chaud du manteau, qui éjecte la lave à la surface, formant une succession de petits volcans. Sur Mars, la lave s'accumule en un seul point, donnant naissance à des volcans gigantesques. Aujourd'hui, la planète rouge a perdu la quasi-totalité de son activité géologique interne. Seuls quelques glissements de terrain, des geysers de CO2 au pôle, des tremblements de terre et de petites coulées de lave se produisent encore. Cette théorie expliquerait l'élément déclencheur qui aurait rendu Mars tel que nous la connaissons aujourd'hui. L'humanité a déjà atteint ce degré technologique où elle peut se permettre de sortir de son berceau et de commencer à explorer d'autres planètes du système solaire. Qui sait, un jour peut-être, dans un futur proche, les premiers établissements humains sur d'autres mondes auront fait surface et la question de la possibilité de répandre la civilisation humaine au-delà de la Terre ne sera qu'un souvenir. Bien que cela semble plutôt utopique, la colonisation et la transformation du climat martien sont théoriquement possibles. Comparé aux autres planètes du système solaire, Mars est la meilleure option. Vénus est totalement inadaptée au vol habité, Mercure aussi. Le corps céleste le plus proche de nous est la Lune, mais il n'y a pas d'air là-bas, donc l'intérêt n'est pas si élevé. Sur Mars, il y a une petite atmosphère, des signes d'une hydrosphère dans les régions centrales, des calottes polaires contenant des glaciers. C'est une planète avec un climat comparé à d'autres corps célestes, les conditions n'y sont pas si terribles. L'atmosphère est presque 100 fois plus faible que sur Terre, mais en comparaison avec d'autres planètes, elle est la plus proche de la Terre. De plus, nous savons qu'il y a de l'eau sur la planète rouge, actuellement sous forme de glace, et que de violentes tempêtes de poussière font périodiquement rage dans ces déserts et ces vallées montagneuses. Ces dernières années, de la matière organique a été découverte sur Mars. Ceci, bien sûr, ne veut pas directement dire que notre voisine était autrefois habitée, mais cela stimule toujours le développement d'une grande variété de théories à cet égard. En plus, la présence d'eau et d'atmosphère sur la planète la rend hypothétiquement propice au développement humain, avec toujours le problème de la microgravité sur la santé humaine qui reste en suspens. Même s'il existe un certain nombre de problèmes associés à l'envoi de personnes sur Mars, pour l'heure, l'un des principaux est la distance. La cosmonautique moderne a déjà l'expérience d'un long séjour d'une personne dans l'espace. Ainsi, le cosmonaute russe Valery Polyakov est resté à bord de la station spatiale Mir pendant plus de 14 mois, 437 jours et 18 heures, en orbite proche de la Terre. Ce temps est suffisant pour voler vers Mars et revenir. Cependant, la différence fondamentale entre une expédition martienne et des vols sur une station orbitale est que les astronautes n'auront pas le temps de s'adapter. Ils devront commencer à travailler sur une planète vide d'humains, livrés à eux-mêmes immédiatement après le vol. Ainsi, au moment où ils approchent de Mars, leur forme physique devra être au meilleur niveau. En plus, si lors des vols vers la station spatiale seulement quelques centaines de kilomètres les séparaient de la Terre,
alors que l'expédition martienne, le chiffre franchira des dizaines, voire des centaines de millions de kilomètres. L'envoi d'une seule expédition sur Mars est associé à des coûts financiers énormes qui, selon certaines estimations, peuvent s'élever à plus de 100 milliards de dollars et à un risque énorme pour l'équipage. Il faut comprendre que l'éloignement de la Terre et de Mars, l'un par rapport à l'autre, n'est pas une valeur constante. En effet, les deux planètes tournent autour du Soleil, et seulement une fois tous les 26 mois, la planète voisine est la plus proche de la nôtre. Cette condition s'appelle l'opposition. En plus, une fois tous les 15 à 17 ans, la soi-disant grande confrontation se produit, et c'est à ces moments-là que la distance entre les planètes est minimale. Cependant, c'est encore environ 55,76 millions de kilomètres. Bien que ce soit déjà nettement mieux que la distance maximale, qui est de plus de 401 millions de kilomètres. Il convient également de noter que pendant le vol, les planètes ne resteront pas immobiles, mais continueront à s'éloigner les unes des autres. Mais du coup, combien de temps faudra-t-il pour voler vers Mars ? C'est l'énorme distance qui occasionne un long temps de vol, même sur un vaisseau spatial, qui reste un obstacle sérieux au vol de cette planète voisine. Pour décrire cette énorme distance, prenons des exemples de durée de temps qu'il faudrait pour aller jusqu'à Mars à pied. La vitesse de marche moyenne est estimée à environ 4 km/h. Dans un tel cas, un voyage à pied vers Mars, s'il était possible, prendrait près de 1600 ans. Et ce n'est que de la marche, sans halte ni répit. Sur une voiture qui roule à une vitesse de 100 km/h, le voyage vers la planète rouge prendrait 63 à 64 ans. C'est encore énorme, mais par rapport à la marche, il y a déjà des progrès notables. Un avion de ligne volant à une vitesse de 900 km/h pourrait se rendre sur Mars en 6 à 7 ans. Certes, dans le cas d'un avion et d'une voiture, la question se pose du ravitaillement en carburant et du repos de l'équipage. Il n'y a pas de station-service ni de point de repos sur le chemin de Mars. Comme cependant il n'y a pas d'avion ou de machine capable de transporter une personne sur d'autres planètes. Ainsi, selon la trajectoire et en prenant en compte la puissance des fusées actuelles, le vol vers la planète rouge prendrait environ 250 à 300 jours. Étant donné que la Terre et Mars se rapprochent tous les 2 ans et demi, il faudrait soit attendre le bon moment pour partir, soit attendre plus longtemps dans la navette. Des engins spatiaux non habités pourraient se rendre sur Mars plus rapidement. Par exemple, la sonde New Horizons, qui a quitté le voisinage de la Terre avec la vitesse la plus élevée de tous les engins spatiaux à plus de 16 km/s, pourrait se diriger vers Mars pour une durée d'environ 1 mois et demi. Cependant, même si la distance cesse d'être un obstacle, de nombreuses questions subsistent. Comment atterrir sur Mars ? Quels vaisseaux spatiaux seront nécessaires pour réaliser ce voyage vers une planète voisine? Comment construire une station spatiale ou un abri à la surface sur une autre planète? Sera-t-il confortable de vivre dans une atmosphère artificielle qu'il faudra maintenir? Qu'en sera-t-il des problèmes liés à la microgravité? La 4e planète, la plus proche du Soleil, est la plus étudiée du système solaire après la Terre. Mars, avec ses vastes territoires, ses caractéristiques géologiques uniques et son climat complètement inhospitalier, ne peut être maîtrisé que par le travail conjoint des hommes et des machines. Des véhicules semi-autonomes seront nécessaires pour effectuer des travaux trop fastidieux et dangereux pour l'homme. Photographie et reconnaissance aérienne, mise en place d'entrepôts et de protection lors de longues sorties sur le terrain et transport d'une quantité colossale d'échantillons géologiques. Des travaux sont donc en cours pour créer de tels rovers qui pourraient devenir une sorte d'habitat
pour les chercheurs, nécessaires pour effectuer des recherches pendant plusieurs jours. Mais avant de coloniser Mars, l'objectif sera la Lune. Depuis maintenant quelques décennies, les sondes et rovers ont pu transmettre des images incroyablement détaillées de la planète rouge. Ils ont aidé à découvrir qu'il y avait autrefois de l'eau là-bas et ont confirmé que Mars et la Terre sont très similaires. Ils ont également montré que la vie organique pouvait exister encore aujourd'hui et qu'elle existait très probablement avant. Les efforts pour étudier la surface de Mars et démêler son histoire sont loin d'être terminés. Dans les prochaines décennies, nous continuerons probablement d'y envoyer des rovers et pourquoi pas d'y envoyer les premiers humains. Avant de poser la question du développement et de la colonisation d'une nouvelle planète, il est nécessaire de faire d'énormes recherches scientifiques qui donneront des réponses à ces questions. Dans quelle mesure la composition et la structure interne de la planète rouge diffèrent-elles de la Terre? Comment le développement évolutif des deux planètes a-t-il différé? Et quelles ressources à la surface de Mars seront disponibles pour une utilisation future? Les scientifiques devront également découvrir si Mars avait auparavant une atmosphère et des océans denses, si une composante aussi nécessaire que l'eau est encore disponible quelque part, quel changement climatique la planète a connu au cours de sa longue histoire géologique, quelles sont les raisons de ces changements et quelle est la stabilité du climat de la planète. Et bien sûr, une évolution chimique a-t-elle eu lieu sur Mars, ce qui aurait pu conduire à la formation de molécules organiques, c'est-à-dire la vie? D'autre part, du point de vue de la chimie atmosphérique, il est nécessaire d'expliquer comment le méthane peut être à un endroit et ne pas être à un autre. Il était censé être distribué sur toute la planète pendant 1 mois maximum et pénétrer dans les régions polaires lointaines. Mais pour une raison quelconque, cela ne se produit pas. Enfin, les scientifiques s'efforcent toujours de trouver la réponse à l'ultime question: sommes-nous les seuls êtres vivants dans cette galaxie? Mais la question qui pourrait tourmenter votre esprit à la fin de cette vidéo, et qui reste toujours sans réponse: la vie est-elle née sur Mars? Sommes-nous à l'origine des Martiens?